Écoutez, on va commencer ce webinaire donc de l'ARB. Vous rappelez déjà avant tout que le webinaire est enregistré. Donc, ce que je disais pour ceux qui étaient déjà connectés ou qui viennent de se connecter, vous pouvez poser vos questions dans l'espace conversation qui est en haut à gauche de votre écran. Soit on répondra directement, ou ensuite il y a des séances de questions qui sont prévues pour les intervenants. Donc, vous pourrez les poser à ce moment-là. On relaiera vos questions qui sont sur le chat. Alors, pour pas bien garder le timing, alors déjà peut-être me présenter. Donc Pierre Biozène, je suis de l'Agence régionale de la biodiversité Occitanie, et puis du coup je vais animer ce webinaire où on accueille donc plusieurs intervenants qu'on vous présentera juste avant leur présentation. Donc on est là pour vous présenter le contenu du guide Planton local en Occitanie. On va avoir un déroulé donc on va dire en 3 étapes. Le premier, Véronique Ventre, qui vous voyez à l'écran, qui fera une présentation générale du guide. Ensuite, il y aura donc une séance de questions. Et on aura ensuite les experts qui nous ont accompagnés pour construire ce guide, qui présenteront donc comment notamment les listes d'espèces ont été mises en œuvre et avec des interventions. Et à la fin, une interview voilà, d'une personne qui travaille dans une pépinière pour nous expliquer finalement comment elle travaille notamment avec le végétal local. Et on clôturera ce webinaire en espérant qu'on tiendra les délais et qu'on pourra vous libérer à 15h30. Alors, avant toute chose, vous dire que la présidente donc, de l'Agence régionale de la biodiversité Occitanie, Zina Bourguet, devait introduire ce webinaire et pour des raisons personnelles n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Donc, elle souhaitait de fait vivement remercier l'ensemble des partenaires et experts qui nous ont aidés à construire ce guide. Voilà, donc elle souhaitait vraiment insister là-dessus puisque c'est quand même un travail de longue haleine, mais ça, Véronique reviendra sur le sujet. Et vous dire déjà avant toute chose, puisqu'on parle d'un guide, mais j'imagine que la première question que vous allez nous poser, mais quand va-t-il sortir, quand vous pourrez le feuilleter? Donc ce sera le 16 mai prochain, donc vous pourrez encore patienter, on ne voulait pas non plus que ce soit forcément votre livre de chevet des vacances. Voilà, donc au retour des vacances, vous aurez le guide le 16 mai qui sortira donc de manière plus officielle. Eh ben, écoutez, sans plus tarder, on va vous présenter les éléments. Je vais laisser la parole à ma collègue Véronique Ventre, donc, qui est chargée de projet planification territoriale et ERC à l'Agence régionale de la biodiversité. Elle est sur le site de Toulouse. Et je lui laisse la parole pour présenter le guide. Merci Pierre. Alors, je vais vous présenter effectivement le guide, son élaboration, sa structuration, son contenu dans les grandes lignes. Mais avant tout, je vais faire quelques éléments quand même de contexte qui ne sont pas forcément très très réjouissants là comme ça, hein, avec un constat qui est toujours plus alarmant. On observe alors, quelques exemples chiffrés hein, en ce qui concerne, par exemple, les oiseaux communs en France. On est sur une chute de plus de 33% en moins de 20 ans. En ce qui concerne, si on regarde plus précisément les insectes pollinisateurs, on est à l'échelle mondiale sur une chute de 41% de la population globale d'insectes au cours des 10 dernières années, avec une chute qui peut atteindre près de 80% pour certaines espèces. Au niveau national, ben, on ne fait pas mieux puisqu'on on constate malheureusement une baisse de 70 à 80% des insectes pollinisateurs sur les 30 dernières années, alors que nous savons très bien que les pollinisateurs sont responsables de plus de 80% de la reproduction des espèces végétales cultivées en Europe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce type de chiffre dans notre quotidien concrètement? Demain, s'il n'y a plus de pollinisateurs, ben, bon, comme vous voyez sur l'image ici, ben, en gros, on va avoir beaucoup moins de choix pour faire notre marché le dimanche, soyons clairs. Donc là, ça illustre effectivement malheureusement très bien le lien entre la biodiversité et notre vie au quotidien. Donc c'est un peu difficile de ne pas aujourd'hui se sentir concerné par la problématique. Je peux passer en termes de contexte, au-delà de ce constat chiffré assez inquiétant. On souhaitait poser quand même un des sujets, une des raisons qui nous a aussi motivés pour réaliser ce guide, qui était de répondre finalement à une demande de terrain et des territoires de plus en plus importante, et une demande diversifiée en termes de végétalisation des espaces aménagés, parce que comme vous le voyez là sur ces exemples-là,
que ce soit en secteur urbain avec la désimperméabilisation des cours d'école que vous devez entendre parler de plus en plus, la végétalisation des trottoirs, des façades, des talus, ou sur des secteurs périurbains avec des aménagements de plus grande surface de type ZAC par exemple, qui sont en contact encore plus direct avec les milieux naturels. On a des territoires qui se mobilisent de plus en plus, qui s'interrogent de plus en plus sur ces sujets. Et l'idée, c'est vraiment de montrer que la végétalisation de ces espaces par des espèces locales, et quand je dis locales, je parle bien d'espèces indigènes, elle est finalement possible partout et dans tous les contextes, notamment celui de l'aménagement et de l'urbain. Tu peux passer. Alors, je vais vous montrer, voilà, vous avez en primeur la page de garde du guide du coup Planton local en Occitanie. Un petit rappel en fait sur les objectifs de ce guide, tu peux passer. Alors, tout d'abord, premier objectif et pas des moindres en tant qu'agence régionale de la biodiversité, bah, c'est évidemment développer la biodiversité dans les aménagements et les espaces urbanisés. Mais c'est aussi, et ça va en lien, assurer justement cette continuité, cette cohérence, cette connectivité entre les espaces aménagés, les milieux naturels et environnement, comme je le citais juste avant. L'idée, c'est notamment sur les espaces aménagés de grande surface qui sont en contact direct, c'est maintenir justement cette perméabilité. C'est également amener un premier niveau d'information, et je vais insister là-dessus, ce n'est surtout pas un guide pour remplacer et se substituer à l'accompagnement local de terrain qui est assuré par les experts locaux et qui est très bien assuré sur l'ensemble de la région Occitanie. C'est bien amener un premier niveau d'information avec un volet pédagogique qu'on vous présentera tout à l'heure qui est là vraiment pour motiver aussi les territoires et les acteurs à aller dans ce sens. Donc, c'est vraiment apporter une pierre à l'édifice en complémentarité de ce qui se fait. Et toujours dans cette logique de complémentarité, c'est aussi un objectif d'ouvrir le champ des possibles pour les professionnels de la végétalisation. Ce n'est pas dire, voilà, cette palette, elle remplace tout ce que vous faisiez jusqu'à aujourd'hui. C'est bien venir en complément et montrer que végétaliser avec des espèces indigènes, c'est possible et qu'il y a du choix et qu'on peut le faire, voilà, et amener les informations pour ça. Tu peux passer. Alors, comme le soulevait Pierre tout à l'heure, c'est un travail fortement partenarial. Effectivement, l'ARB ne l'a pas fait tout seul, ce travail-là, il aurait été bien en peine de le faire. Donc, c'est une démarche qui a été au long cours, puisque ça fait 2 ans que le comité de rédaction s'est mobilisé pour construire cet outil. Ça a été la mobilisation d'acteurs experts naturalistes tels que des botanistes, des entomologistes, des experts de l'arbre et de la haie champêtre comme les conservatoires botaniques, alors des Pyrénées, de Midi-Pyrénées et de Méditerranée pour couvrir le territoire d'Occitanie. Également l'OPI qui est présent avec nous aujourd'hui et les associations de la FAC de l'arbre et de la haie champêtre. C'est aussi la mobilisation d'acteurs de l'accompagnement des territoires sur tout ce qui concerne la végétalisation des espaces publics comme les CAUE ou la Fredon, et également la mobilisation de nos 2 cofondateurs en tant qu'ARB que sont la région et l'Office français de la biodiversité. Donc ces acteurs ont été mobilisés à la fois pour la construction des listes bien évidemment, mais aussi pour construire tout le discours pédagogique qui va autour. Tu peux passer. En complément en fait de ce travail du comité de rédaction vraiment finalement assez resserré, on a voulu, toujours dans un souci d'opérationnalité de cet outil, compléter par un retour de terrain le plus fin possible à travers à la fois un entretien d'un panel d'utilisateurs, donc d'une dizaine d'utilisateurs, que ce soit bureaux d'études, collectivités ou paysagistes, pour notamment identifier les critères d'utilisation qui seraient les plus pertinents à faire apparaître dans les listes d'espèces pour leur usage à venir. Et ensuite, en complément aussi, une enquête auprès des producteurs d'Occitanie. Donc là, ça a été les producteurs végétal local, Sud de France et autres semenciers pépiniéristes qui ont été mobilisés pendant l'été 2022 pour notamment évaluer la possibilité de production des espèces qui allaient apparaître dans les listes. L'écueil qu'on voulait vraiment éviter, c'est de proposer des listes pour lesquelles en fait on aurait pu savoir d'ores et déjà que leur productivité était trop complexe pour pouvoir les commercialiser.
Alors, on rentre maintenant dans le vif du sujet, c'est-à-dire le contenu du guide, même si je vais vous le brosser assez succinctement. Donc, comme je vous disais, il y a un volet pédagogique donc rédigé et une partie liste. Ce premier volet pédagogique, il se structure en 3 parties. La première, ça concerne ce qu'on entend réellement par planter local, pour d'une part partager un vocabulaire commun, mais aussi définir qu'est-ce que le local. Alors, je ne vais pas aller beaucoup plus avant sur ce sujet-là, parce que Manuel Delaflouze du CBN Pyrénées-Midi-Pyrénées le fera dans la présentation qui suit. Donc, on en restera là sur ce point-là, mais cette partie développe notamment un focus sur les plantes exotiques envahissantes et explique pourquoi en fait il est essentiel en fait d'éviter certains partenaires de voyage qui sont porteurs de pathogènes, porteurs de ravageurs et dont le comportement envahissant avéré ou potentiel font peser de gros risques en fait de déséquilibre des milieux naturels environnants. Une seconde partie concerne finalement quelles sont les bonnes raisons pour lesquelles je devrais finalement m'intéresser aux plantes locales dans mon aménagement. Donc là, il y a 6 bonnes raisons qui ont été développées dans le guide. Pour une question de temps, je vais en citer que 3. Pour aller plus vite, vous verrez le reste dans le guide qui sortira du coup très prochainement. Donc, si je m'intéresse à l'argument concernant le changement climatique, il faut savoir que tu peux du coup développer, Pierre, merci. Il faut savoir que planter local, en fait, c'est réellement un levier d'adaptation au changement climatique. Pourquoi? Parce que la diversité génétique que recèlent les espèces indigènes, c'est notre meilleure assurance vie face au changement climatique actuel et à venir. Cette diversité, finalement, elle représente le gage d'adaptation le plus sûr par rapport aux scénarios, aux estimations qu'on peut avoir du climat de demain et de la vitesse de cette évolution. Voilà, donc c'est vraiment pour nous l'argument majeur pour réussir à être des territoires les plus résilients possibles. Deuxième point qu'on peut soulever, ça concerne cette fois le volet plutôt économique, puisque planter local, c'est soutenir le développement d'une filière qui peut être porteuse, et preuve en est la diversité des entreprises, des pépinières qui se développent aujourd'hui sur notre territoire d'Occitanie et ailleurs, et finalement qui n'attendent plus qu'une demande suffisante pour pouvoir développer, pérenniser leur activité et répondre aux besoins. Dernier point qu'on soulèvera, c'est plutôt un sujet sur l'identité territoriale, et là ça met en avant vraiment la diversité des paysages et des identités que recèle notre région d'Occitanie. Là, le principe, c'est que planter local, ça permet de conserver cette identité paysagère et d'éviter la banalisation des paysages qu'on a pu observer ces dernières années. Voilà, j'irai pas plus loin sur les arguments, vous en avez beaucoup d'autres, c'est bien plus développé que ça sur le guide, mais c'est une question de temps pour laisser la parole à tous. Le troisième volet de cette partie pédagogique se présente en étapes. Pourquoi? Parce qu'on a voulu ici se mettre vraiment dans la peau d'un porteur de projet de végétalisation, donc il doit réaliser son chantier. Donc on a considéré que voilà, pour réaliser son chantier, il a grosso modo 4 étapes: l'état des lieux, la conception du projet, la réalisation de ce projet et sa gestion. Donc là aussi, je vais être assez succincte par rapport à ce qui est dans le guide, et on a choisi un exemple en fait de préconisation pour chaque étape. Donc en ce qui concerne l'état des lieux, l'idée principale, c'est de caractériser l'existant. Pourquoi? Pour connaître finalement les spécificités du site sur lequel vous êtes, en termes de paysage, de faune, de flore, de sol, mais aussi d'usage, pour pouvoir poser les choses correctement. Deuxième point, en termes de conception, là, on va dire que le mot d'ordre, c'est la préservation. Donc, préserver quoi? C'est privilégier, tu peux avancer les diapos, s'il te plaît, merci. Donc, préserver l'existant, pourquoi? C'est d'une part privilégier la végétation spontanée et les arbres existants. C'est à la fois un gain de temps et d'argent pour le porteur de projet, d'argent parce qu'en fait, ça garantit quand même une pérennité et une adaptation optimale de la végétation au site, puisqu'elle est déjà en place. Et en même temps, vous gagnez aussi en termes de valeur ajoutée que peut avoir la végétalisation d'un espace aménagé dès le démarrage de votre aménagement. En termes, cette fois, de réalisation, là,
sur cette étape-là, des recommandations sont très, très diverses. On va juste en citer une pour exemple, qui est le paillage. Alors, c'est évidemment proscrire les bâches plastiques et préférer finalement des paillages biodégradables de type copeaux de bois, par exemple, qui préservent les sols, amendent les sols et aussi conservent l'humidité. Et quatrième étape, en termes de gestion, là, on préconise effectivement la gestion écologique et différenciée qui permet en fait de s'adapter au rendu souhaité de cette végétalisation et aussi à l'usage qui sera fait de cet espace. Et cette gestion différenciée écologique, en fait, demande pédagogie et accompagnement. Et là, ça reboucle aussi avec vraiment le besoin d'accompagnement qui est nécessaire tout au long d'un projet de végétalisation, d'accompagnement par les experts locaux et les professionnels du sujet pour pouvoir vous accompagner sur ce planté local. Là, on arrive maintenant à la deuxième partie du guide qui concerne les palettes végétales. Donc là, comme vous le voyez, j'espère que notre objectif a été atteint. L'objectif, c'était vraiment de proposer des listes qui soient faciles d'utilisation et très visuelles pour que voilà, leur usage au quotidien soit le plus agréable et le plus simple possible. Donc, vous avez un certain nombre d'informations, notamment des informations sur l'identification de l'espèce. Donc, vous verrez notamment le nom scientifique, le nom commun et la famille. Tu peux dérouler, merci. Vous avez également les différentes aires biogéographiques qui sont identifiées, qui va vous permettre en fait de choisir les espèces les plus adaptées à votre secteur. Et vous avez toute une liste en bleu de ce qu'on appelle des traits fonctionnels, en fait, qui sont finalement des critères à utiliser pour sélectionner les espèces. Donc, ce choix-là, il a été fait suite notamment aux entretiens avec les utilisateurs potentiels de ces listes pour répondre au mieux aux besoins. Et bon, je ne les détaille pas plus ici parce que là aussi, la présentation suivante rentrera un peu plus dans le détail sur ces parties-là. Et ce guide, en fait, et ces listes sont structurées par milieu et par strate. Alors là, vous voyez la strate arborée, mais parce que les listes sont évidemment très longues, puisqu'on a, je ne l'ai pas dit jusque-là, mais on a plus de 600 espèces, toutes strates confondues, proposées dans ce guide. Donc, on a la strate arborée, la strate arbustive et la strate herbacée. Et la structuration se fait par milieu, donc les milieux boisés avec les haies, les milieux ouverts, dont les milieux secs, les milieux humides, les milieux bâtis et les traditionnels. Alors, la traditionnelle, je fais un peu de teasing, hein, ce sera aussi développé par nos collègues de la fac un peu plus tard dans le webinaire. Vous comprendrez de quoi l'on parle. Et dernier élément, avant de passer la parole, les milieux bâtis ont été structurés en termes de liste par usage. Alors, vous avez différents usages. Alors, les listes sont évidemment pas exhaustives. Mais l'idée, c'est de proposer des listes pour les grimpantes, des listes pour un usage dans les noues et les fossés, des listes pour les talus et pour les gazons. Et cette fois-ci, j'en ai fini. Pierre, je passerai la parole du coup pour préciser ce qu'est que le local à Manuel et je laisse la place aux questions. Super, merci beaucoup Véronique. Alors du coup, par rapport aux questions, donc j'ai arrêté le partage. Normalement, on te voit à l'écran, c'est bon. On a quelques questions déjà de savoir où est-ce qu'on pourra se procurer le guide. Donc on le rappelle à la sortie, donc c'est le 16 mai prochain. Donc où est-ce qu'on pourra le trouver, ce guide? Alors, ce guide, il sera en téléchargement sur le site de l'ARB, donc en format PDF. Après, il y aura quelques éditions papier, mais c'est vrai que dans un souci quand même d'économie de papier, ce ne sera pas la diffusion la plus généralisée, mais bon, ce sera téléchargeable dans un format qui vous permettra à tous de l'éditer si vous le souhaitez. Et ensuite téléchargeable auprès des sites de nos partenaires du comité de rédaction, notamment, je pense qu'ils pourront faire le lien aussi vers notre site ARB. Okay, merci pour ces réponses. Du coup, tu as anticipé, il y avait une deuxième question effectivement sur les éditions papier. On a une question sur la partie sur les questions qui ont été adressées aux pépiniéristes. Il y a une personne qui s'interroge pour savoir si on les a interrogés sur le choix des essences à produire ou si ça a été orienté sur la faisabilité pratique, l'intérêt écologique ou bien la rentabilité économique. Puisque la personne complète en disant que manifestement, il est difficile pour les pépiniéristes aujourd'hui de produire des plants locaux de façon rentable. Donc, en gros,
quelles ont été les questions peut-être posées aux producteurs quand il y a eu cette enquête et quelle information on est allé chercher justement dans ce guide, peut-être aussi pour remplir la colonne production, puisqu'il y a une question sur le sujet de cette colonne production. Oui, alors après, vu qu'il y a une interview quand même d'une personne directement intéressée, donc je ne rentrerai pas dans le détail de la rentabilité, etc., parce que je ne suis pas la mieux placée. Mais en tout cas, l'enquête en fait a été tournée d'une part sur la faisabilité technique, sur est-ce que déjà ils avaient testé ou pas. Donc toutes celles, finalement, on n'en a pas eu de mémoire, mais en fait on voulait surtout vérifier si certaines avaient été testées et qu'on sait que ça ne marchait pas en termes de reproductibilité techniquement, ce n'était pas la peine de les proposer. Après, les retours, ils étaient sur la faisabilité, en gros, de produire demain ce type d'espèce. Alors pour moi, c'est globalement. Sur la rentabilité, effectivement, la question, elle se pose peut-être plan par plan. On n'a pas posé la question précisément là-dessus, mais l'idée, c'était est-ce que vous le produisez aujourd'hui et est-ce que potentiellement, on pourrait le produire demain? Est-ce que c'est faisable techniquement? Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense, autrement, s'il faut détailler un peu, n'hésitez pas à remettre dans l'onglet conversation, mais écoute, j'ai l'impression que ça a été clair. Après, alors, où est-ce qu'on va trouver le document? Donc, ce sera bien sur le site de l'ARB Occitanie, on pourra vous mettre le lien, si vous tapez dans un moteur de recherche quelconque ARB Occitanie, vous trouverez l'information à ce moment-là, donc la sortie le 16 mai. Et de toute façon, vu que vous êtes inscrit pour ce webinaire, on vous transmettra un mail aussi personnalisé avec le lien directement, donc vous recevrez dans vos boîtes mail, donc vous serez les premiers avertis de la sortie du guide. Alors, on a une autre question de savoir si on a abordé les palettes arborées en milieu urbain. Est-ce que c'est un sujet qui est abordé dans le guide? Alors, les palettes arborées en tant que telles dans le milieu urbain, spécifiquement, non. C'est-à-dire que dans le milieu urbain, on a fait des usages tels que je vous les ai tels qu'on vous les a cités. Après, non, une palette arborée en tant que telle, on a considéré que les propositions des espèces arborées qui étaient dans les autres listes pouvaient être utilisées. Alors, peut-être une question supplémentaire. Donc, par rapport au milieu bâti et urbain, qu'est-ce qu'on retrouve peut-être spécifiquement? Peut-être en petit rappel. En rappel, il y a une liste sur les grimpantes, donc pour forcément tout ce qui est végétalisation de façade, tout ce qui est végétalisation des noues et des fossés, la végétalisation des talus et ce qu'on peut assimiler à du gazon. Alors là, sur ces listes-là, j'insiste quand même sur le fait que ce sont des listes assez courtes parce qu'il y a eu des expérimentations. On a exploité notamment le travail de Nouvelle-Aquitaine de mémoire pour proposer un début de liste, en tout cas de réflexion. Après, on sera amené peut-être dans les années à venir à faire des fascicules un peu plus spécifiques parce que ça demande des réflexions un peu plus particulière, donc on ne voulait pas alourdir le guide qui est déjà important. On préférera faire des fascicules, notamment sur tout ce qui est toiture végétalisée, par exemple. C'est un sujet effectivement qui est important, mais qu'on préférera traiter dans des fascicules dédiés. Ok, merci pour cette réponse. Alors, on a des questions sur l'adaptation au changement climatique. Comment les espèces ont été sélectionnées? Est-ce qu'on va chercher des espèces? Est-ce qu'on anticipe les mouvements du changement climatique? Je propose que ces questions-là, on les garde, on les mette de côté et qu'on en discute ensuite en deuxième partie, puisque c'est des sujets qui seront évoqués là, notamment par nos experts naturalistes qui ont participé à la réalisation du guide. Donc, on reviendra sur ces questions si ça vous dérange pas, notamment aussi sur la question en eau. Je l'ai vu. Alors, on a par contre une autre question pour savoir. Alors, il y en avait deux. Quelle est la communication qui sera faite sur le guide pour pouvoir, que les uns et les autres puissent en prendre connaissance et savoir s'il y aura une mise à jour de prévu et si oui, du coup, à quelle fréquence? Voilà, bon, 3 questions. Alors, première question sur la communication. Donc, il y a un communiqué de presse qui est en train d'être préparé, donc ce sera diffusé auprès de la presse spécialisée et un peu plus largement en fonction de des réseaux qu'on pourra obtenir, et la communication sera faite aussi via les différents réseaux de nos partenaires. Donc, n'hésitez pas aussi à en faire la communication vous-même, sans souci. Autre point pour tout ce qui est actualisation. Alors, l'actualisation est prévue, notamment, c'est aussi pour ça qu'on fait plutôt du PDF, et il y aura aussi un outil en ligne un peu interactif qui est prévu, qui doit être développé cette année, qui va permettre aussi une actualisation des listes un peu plus facilement que quand c'est des choses figées. C'est aussi pour ça qu'on choisit de ne pas faire des impressions, de ne pas faire une diffusion
par des guides imprimés trop largement. Maintenant, le rythme de l'actualisation, il faut qu'on en discute avec le comité de rédaction. Là, je ne m'avancerai pas plus que ça, mais bon, c'est de façon relativement régulière quand même, en fonction, on va dire, en fonction de la pertinence de l'évolution des listes aussi. Ok, merci. Alors, une dernière question, peut-être avant qu'on passe aux interventions suivantes. On est à peu près bon sur le timing. Est-ce que le guide contient des conseils de plantation? Donc, tu l'as abordé, mais peut-être développer peut-être un peu plus cette partie. Est-ce qu'il y a des conseils de plantation qu'on retrouvera dans le guide? Oui, alors ça dépend ce qu'on met derrière conseil de plantation, mais en tout cas, oui, pour chaque étape, en fait, il y a un certain nombre de préconisations. Là, je disais vraiment qu'à chaque fois, j'en donnais un, faute de temps, parce que sinon, on peut faire un webinaire de 2 heures, je pense, pour détailler tout ce qu'il y a dans le guide. Mais oui, il y a des recommandations de plantation. En gros, c'est se poser les bonnes questions et mettre en place les bonnes pratiques du début, quand on est vraiment au démarrage, à l'état des lieux, jusqu'à la mise en gestion finalement du site, une fois que le site est végétalisé, même quelles sont les bonnes pratiques de gestion. Donc oui, il y a des conseils sur toutes ces étapes. Donc, vous retrouverez des conseils dans le guide, vous ne serez pas perdu. Et puis après, de toute façon, hein, ce guide, donc, comme vous l'avez compris, ça reste un guide donc, qui sera téléchargeable. Mais après, surtout, n'hésitez pas à contacter des personnes qui sont spécialisées sur ces sujets, qui peuvent vous accompagner pour mettre en œuvre tout ce qui est végétalisation, donc des espaces, on va dire verts ou de nature que vous allez proposer dans vos aménagements. Merci Véronique. Du coup, après, il ne faudra pas que tu hésites à te reconnecter, bien entendu, pour les autres questions. Du coup, on va passer à la suite. Et là, je vais demander donc à 4 intervenants, vous pouvez du coup brancher vos caméras et être prêts pour vos micros. Donc les personnes qui vont intervenir, on les remercie vivement. Notre équipe de naturalistes experts sur le sujet qui ont activement participé à la construction du guide. Donc Manuel de la Foulouse pour le Conservatoire botanique national Pyrénées-Midi-Pyrénées, Damien Provandier pour plutôt l'accompagnement des filières et la marque végétale locale sur les conservatoires botaniques nationaux. Daniele Horry qui représente la fac Occitanie et qui est aussi correspondant végétal local, zone méditerranéenne pour la fac agroforesterie. Manuel, j'ai oublié de préciser que tu étais aussi correspondant végétal local. N'hésite pas à préciser les zones quand tu auras la parole. Et Stéphane Jolin, qu'on remercie aussi, donc entomologiste et qui est responsable de l'antenne Occitanie de l'OPI. J'ai beaucoup parlé pour vous présenter. Du coup, maintenant, je laisse la main à Manuel pour la présentation qui suit. Vas-y, Manuel. Par contre, j'ai plus ton écran partagé, Pierre. Oui, tu n'as plus partagé. Ouais. Si je ne le fais pas, effectivement, vous ne l'aurez pas. Ça marche moins bien. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, okay. C'est très bien, merci. Du coup, un peu dans la continuité de ce qu'a présenté, enfin complètement dans la continuité de ce qu'a présenté Véronique, je vais essayer de vous présenter un peu plus en détail ce qu'on entend par local, parce que voilà, le local, on l'utilise dans plusieurs domaines, et donc dans le domaine des espèces et des végétaux, c'est pas tout à fait la même chose que dans d'autres domaines. Alors, à quelle échelle géographique on se place? Et on va se poser la question de à quelle finalité. Si on regarde aujourd'hui le marché des végétaux, qui est un marché international, le fait que ce soit des végétaux européens, des végétaux français, c'est déjà du local. Après, on peut aller du local jusqu'à l'échelle de ma commune, mon département. Donc, nous, pour la finalité du guide, du point de vue des enjeux biodiversité que Véronique a présenté, on se dit, on va s'intéresser à des végétaux qui sont indigènes, donc qui sont présents de façon spontanée, sauvage, et qui sont issus d'une longue coévolution avec leur milieu et avec les autres espèces en présence. Donc du coup, l'évolution, attends, tu peux juste revenir, l'évolution avec les espèces en interaction, ça va nous donner des données d'adaptation fonctionnelle et avec leur milieu, une adaptation au sol, au climat. Et donc ces éléments-là vont nous permettre de définir ce que c'est que le local. Et donc c'est à cette échelle-là, à l'échelle des populations végétales, qu'on va se placer. Tu peux passer.
Bon, un des éléments, c'est par exemple de se dire, on va essayer d'éviter les leurres écologiques. Quand on ramène une espèce qui n'est pas locale ou qui n'a pas eu cette coévolution avec les autres espèces, eh bien, elle peut avoir un effet qui est négatif sur la biodiversité. Donc là, je prends deux exemples. L'exemple du tilleul argenté, qui, quand il est ramené ici, il offre une ressource pour les pollinisateurs qui n'est pas adaptée à nos pollinisateurs et à nos climats. Et donc, du coup, il peut même entraîner de la mortalité des abeilles qui viennent et qui meurent de soif dessous. Et l'autre exemple que je prends sur la droite, c'est le cas du bleuet, une espèce sauvage locale qui est messicole, qui est du coup compagnon des moissons, qui a coévolué avec nos pratiques agricoles et les pollinisateurs, mais quand on l'a sélectionné d'un point de vue horticole, donc c'est la fleur de gauche, avec de nombreuses corolles, et bien ce qui se passe, c'est que la plante va faire plus de corolles au détriment de la production de nectar, et c'est la même chose. Et elle va attirer les pollinisateurs et elle ne va pas leur procurer une ressource intéressante. Donc du coup, c'est plus l'écotype local. Tu peux passer, Pierre. Et l'autre élément important sur ces interactions entre espèces, c'est pour éviter les désynchronisations. En fait, la plupart des espèces savent à quel moment il faut germer, à quel moment il faut lever ses dormances, débourrer, commencer à sortir les feuilles ou commencer à fleurir, parce qu'elles ont l'habitude d'être ici, à tel endroit, et à répondre à la durée du jour ou à des changements de température. Si on amène une plante d'une autre région, même si ce n'est pas forcément très très loin, eh bien, ce comportement qu'on appelle la phénologie, il va évoluer. Il ne va pas répondre pareil. Et ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir des plantes qui vont fleurir à une époque où les pollinisateurs n'en ont pas besoin. Et vice-versa. Si on a des espèces qui ne sont pas locales, on peut avoir des périodes où les pollinisateurs n'ont plus suffisamment de ressources alimentaires dans leur milieu. Et je dis pollinisateurs, et bien sûr, toute la chaîne trophique qui en dépend, qui sont leurs prédateurs. Et donc, j'ai vu qu'il y a plusieurs questions sur le changement climatique. Je pense qu'on y reviendra dans la seconde session de questions. Mais voici quelques éléments de réflexion qui ont guidé nos travaux au sein du comité de rédaction. Donc, d'une part, les changements. Donc, on est dans une phase de changements globaux. Et le changement climatique, les changements climatiques, ils concernent pas uniquement la température, ils vont aussi avoir des impacts sur la pluviométrie, mais aussi sur des gels tardifs. Donc, c'est très difficile de se projeter. Il ne suffit pas de dire on va avoir le climat de telle région du monde dans 10 ans, dans 20 ans. L'autre élément, donc du coup, c'est dur d'anticiper exactement les répartitions d'espèces. Un autre élément, c'est que les aires de répartition des espèces évoluent. Donc les espèces, elles se multiplient et en se multipliant, il y a des zones où elles sont plus adaptées et d'autres où elles sont mieux adaptées et elles vont se déplacer petit à petit. Mais il y a justement cette notion de petit à petit. Sur la carte que vous voyez en bas à droite, il y a les données connues d'observation de l'astragale à feuilles de réglisse. Et donc, ce que nous, on a pris comme parti pris dans ce guide, c'est de se dire, on va garder comme local les espèces qui sont à large répartition sur une aire biogéographique. Donc, cette astragale, par exemple, elle est présente en zone Méditerranée, la zone bleu clair en bas, au sud-est, mais bon, de fait, elle est en limite d'aire de répartition. Donc, on ne la propose pas pour cette région d'origine, et on va la proposer pour les régions d'origine où elle est à large répartition. Donc en fait, on ne prend pas trop de risques qu'une espèce pour laquelle le guide vous dit elle est adaptée en zone massif centrale, enfin la région d'origine massif central de l'Occitanie, parce que même si son aire de répartition va bouger de quelques dizaines de kilomètres sur un certain pas de temps, elle ne sera pas inadaptée. Un autre élément très important, c'est le fait de miser sur l'adaptation et la plasticité phénotypique. Donc en gros,
les espèces, surtout les sauvages, elles ont une large base génétique et elles ont des capacités d'adaptation qui sont au-delà des capacités d'adaptation génétique. Et donc, du coup, elles ont une large valence écologique. Donc, elles peuvent s'adapter et elles peuvent, entre guillemets, encaisser des modifications de leur milieu pour perdurer. Voilà, et ensuite, un dernier élément, mais c'est que tous les sites n'ont pas les mêmes enjeux. Ça, Véronique l'a déjà présenté. En fonction de où on se trouve et où est prévue la végétalisation, on ne va pas se poser les mêmes questions du point de vue du changement climatique. Tu peux passer, Pierre. Et voilà, et donc du coup, le dernier élément pour définir ce que c'est l'échelle locale, ce serait, donc nous on a travaillé là c'est le comité scientifique de la marque végétale locale qui a compilé des cartes hydrogéographiques, climatiques, des cartes de végétation, des situations d'altitude, des cartes géologiques pour définir à l'échelle métropolitaine 11 grandes aires biogéographiques qui sont représentées sur la carte en couleur et 12 aires biogéographiques pour les Outre-mer. Et ces grandes régions biogéographiques, elles sont elles-mêmes subdivisées et en tout, on va compter sur le territoire métropolitain 28 unités, sous-unités naturelles. Donc voilà, on est toujours sur un compromis, comme je vous le disais. Et je voulais attirer un peu votre attention aussi sur le fait que la diversité génétique et l'origine sauvage des végétaux, c'est des éléments qui sont structurants de la démarche planton locale en Occitanie et de la démarche végétale locale. La marque végétale locale dont le logo est affiché, qui est une propriété de l'Office français de la biodiversité, est une marque à valeur de label qui permet de garantir, en plus de l'origine locale des végétaux, la diversité génétique, le fait que ces végétaux soient bien sauvages et donc n'aient pas été croisés ou n'ont pas été issus de sélection et que leur collecte en milieu naturel préserve la ressource. Et du coup, voilà. Et quand on a une liste d'espèces, juste sur un nom d'espèce, un nom scientifique, on ne va pas avoir ce genre d'informations derrière. Donc il faut, quand on va penser une palette, penser aux deux volets, l'espèce et son origine. Du coup, en Occitanie, donc l'Occitanie, c'est une région administrative composée de plusieurs départements qui sont aussi des limites administratives. Le fruit des croisements de cartes et donc les aires biogéographiques qui ont été définies, elles ont été définies à l'échelle de la commune. Et donc là, on peut voir un peu la comparaison, la superposition. Donc on a en rouge la zone biogéographique sud-ouest qui prend plusieurs départements, qui prend, je sais pas, un bon tiers de l'Occitanie. On a une aire biogéographique qui est Pyrénées, en bleu clair, l'aire biogéographique Massif central et la zone méditerranéenne. Donc voilà, l'Occitanie est vraiment au carrefour de ces 4 aires biogéographiques. Et ce qui n'est pas simple, c'est que ça ne correspond pas aux limites administratives. Donc, pour chacun des projets, c'est important de se replacer. Et là, à titre d'information, voici les sous-unités naturelles cartographiées. Du coup, on s'est placé à cette échelle de local. Et on s'est dit comment faire pour sélectionner une palette végétale qui puisse répondre à ces enjeux de fonctionnalité écologique. La méthodologie adoptée par les conservateurs botaniques, donc méditerranéens et des Pyrénées, Midi-Pyrénées, et l'ensemble du comité de rédaction du guide, a été la suivante. On est parti des 3651 espèces spontanées observées en Occitanie, donc ça sur les bases de données des conservateurs botaniques nationaux. Sur toutes ces espèces, on a appliqué d'abord des filtres assez généraux. Donc on a retiré les espèces qui sont exotiques. Alors exotiques du territoire français métropolitain, mais aussi à l'échelle biogéographique. Donc les espèces qui sont exotiques à l'Occitanie. On a retiré les espèces qui sont sur liste rouge, donc qui sont rares ou menacées
sur l'Occitanie. Toutes les espèces protégées de niveau 1 et 2, que ce soit au niveau national ou au niveau départemental. Donc voilà, 2 exemples d'espèces qui ont sauté à cette étape, et on s'est retrouvé avec 2670 espèces. Et ensuite, sur l'ensemble de l'Occitanie. Et ensuite, pour chaque aire biogéographique, on s'est posé la question de l'indigénat et donc de la répartition spontanée naturelle de chaque espèce à l'échelle de l'aire biogéographique. Donc là, l'exemple qu'il y a à la photo, c'est une anémone qui est présente dans les différentes régions d'origine, mais qui est vraiment en extrême limite de répartition sur la zone méditerranéenne. Donc en fait, on l'a retirée de la zone méditerranéenne. Elle est présente que dans les listes Sud-Ouest, Massif central et Pyrénées. De même, à l'échelle de chacune de ces sous-régions, on a enlevé les espèces qui sont très rares, en danger ou menacées, enfin vulnérables. Et on a supprimé les espèces qui sont les moins ubiquistes, on va dire, qui sont pas à large répartition. Donc une espèce qui serait par exemple très spécifique d'un cause ou très spécifique d'un milieu en particulier, eh bien on les a enlevées parce qu'elles ne s'adapteraient pas potentiellement à l'ensemble de la région. Et donc on s'est retrouvé. Donc ça a été des filtres un peu plus délicats, mais qui nous ont permis de bien réduire la somme totale des espèces. Tu peux passer, Pierre. Et à la fin, donc la dernière étape, ça a été sur la base d'avis d'experts, qui a très bien été décrite par Véronique. Je ne vais pas revenir dessus. Et donc à cette dernière étape, on a fait encore d'autres suppressions. Donc voilà, quelques espèces qui ne sont pas adaptées à la multiplication, certaines qui sont adventices, et du coup il y a une réglementation sur l'arrachage d'un côté, on ne va pas la ressemer de l'autre, voilà. Mais ça a été aussi une étape qui a permis de faire des rattrapages. Et donc l'exemple de l'Adonis que vous voyez ici, c'est une espèce messicole qui n'a pas un statut indigène de la région, mais du coup, comme elle est compagne des moissons, elle est compagne de nos pratiques agricoles, on l'a rattrapée et on l'a remis dans les listes. Et donc voilà, le guide au complet présente ces 617 espèces, et vous avez le nombre d'espèces par région biogéographique. Tu peux passer. Et donc, une fois que ces listes ont été définies, arrêtées sur les critères que je viens de vous présenter, on les a organisés par milieu, par strate, en partie par usage. Donc voilà, ça, tu peux passer, Pierre, c'est ce que Véronique vous a présenté. Et on a renseigné les traits fonctionnels. Enfin, si, ce que je peux dire quand même sur les milieux, c'est que on ne s'est pas posé la question d'un point de vue paysagiste, plantation, chaque espèce, est-ce qu'on l'a déjà plantée, est-ce qu'elle est adaptée à tel et tel milieu? En fait, on est parti de nos bases de données et des présences des espèces dans des habitats naturels. Et donc, en fait, les espèces qui sont présentes en milieu boisé, elles sont naturellement, on les a mis dans la liste milieu boisé parce qu'elles sont adaptées à ce genre de milieu. Donc, c'est plus l'organisation des listes, c'est plus une illustration de traits écologiques de chacune des espèces. Ensuite, les traits fonctionnels, ils ont été donc sélectionnés par rapport aux utilisateurs, comme Véronique l'a présenté. Et nous, pour remplir ces données-là, on a en grande partie consulté des bases de données, donc notamment Julve, Pignati, TaxRef. Et donc, on a fait, donc c'est des bases de données qui donnent des traits fonctionnels très précis. On les a simplifiés en grandes catégories. Mais ce qui est très important aussi de se dire ici, c'est que les espèces sauvages, elles ont une très large gamme d'adaptabilité. Donc en fait, une espèce qui est, on va dire, adaptée à la mi-ombre, elle peut supporter, enfin, suivant les espèces, il y en a qui supportent du plein soleil jusqu'à l'ombre, ou sur un type de pH de sol. Bon, peut-être qu'on va avoir écrit dans le guide pH acide, mais en fait, l'espèce, elle peut supporter une vaste gamme de pH.
Et ensuite, donc, je vais repasser la parole juste après ces deux prochaines diapos à la fac et à l'OPI pour présenter Bonjour. certains de ces traits fonctionnels. Alors, David. moi, je complète, merci Manuel pour ces éléments. Je complète sur l'aspect production, puisque ça a été un petit peu évoqué, mais que c'est bien ce que vous attendez. Donc, ce guide aussi fait référence, vous l'avez vu, à la marque végétale locale, mais pas que, mais à la construction d'une filière, hein. C'est une dynamique en mouvement, c'est question de restauration écologique, restauration de la biodiversité. Donc, il s'agit de palettes, en effet, qui ne sont pas forcément toutes produites dans des filières de pépinières horticoles, mais certaines s'y mettent de plus en plus et la filière est en pleine croissance. Et donc, à ces pépiniéristes qui sont en train de s'engager, à ceux qui vont s'engager demain et à ceux qui sont déjà producteurs, comme Aline Charlot qu'on va interviewer tout à l'heure, on leur a tous demandé en fait si parmi ces espèces sauvages, finalement, ces espèces indigènes, est-ce qu'ils avaient déjà expérimenté, est-ce qu'ils avaient déjà une capacité de production, car est-ce que finalement vous allez les trouver en pépinière, ces végétaux? Il faut savoir que la filière en ce moment est sous tension, hein. Il y a une très forte demande, quels que soient les végétaux horticoles. Il y a une demande qui est en pleine croissance et une offre aussi qui est en pleine croissance, mais comme toute filière sous tension, il faut anticiper. Dans la question, c'était ce niveau, en fait, de savoir s'ils étaient en capacité, s'ils étaient sur une production envisageable ou pas de production. Or, sur les arbres et arbustes, c'est des réponses qu'on a eues assez facilement. Et il y a déjà une belle palette d'arbres et arbustes qui sont plantés, collectés par des collecteurs de graines en milieu naturel. C'est une filière qui est structurée depuis des années par la fac agroforesterie, donc une grosse capacité de production. Sur les herbacées, c'est une filière plus qui se monte, qui se construit. Donc sur certaines espèces, même si elles ont déjà été testées, ça reste encore des données assez compliquées sur les itinéraires techniques. Est-ce que l'espèce va lever, être en culture? Donc, ce qui est important, le message aussi, c'est de consulter les producteurs. C'est eux aussi les experts. Ça s'appelle le sourcing dans les marchés publics. On donne des formations là-dessus, on explique. Ce sourcing, c'est cette étape qui permet de voir si ce qu'on va écrire dans son cahier des charges, qu'on va mettre dans son projet de paysage, existe sur le marché, est en production. Ce qu'on va proposer ici dans ce guide, c'est pas un catalogue comme on pourrait imaginer un catalogue en ligne ou dans une marketplace, une boutique en ligne qu'on peut trouver sur Internet. Il n'y a pas de catalogue de disponible actuellement. Les disponibilités varient assez rapidement dans les saisons. On pourra demander tout à l'heure à Aline, mais ce qu'il faut, c'est vraiment anticiper. Et cette anticipation de vos projets, des projets que vous allez faire demain, après-demain, en lien avec les producteurs qui s'engagent, les collecteurs de graines, va permettre de faire monter en puissance aussi ces végétaux adaptés à des projets de restauration biodiversité, puisque c'est bien pour ces projets-là que vous allez utiliser ces végétaux. C'est quand vous aurez défini l'importance du volet biodiversité dans ce projet, sur laquelle vous voulez recréer finalement des écosystèmes que vous allez gérer tels quels, avec du coup des systèmes de gestion différenciés ensuite adaptés. Donc voilà pour ce volet lien avec les producteurs que vous pouvez avoir. Et je donne la parole à la fac qui, elle, a donné aussi des éléments de terrain sur des essences qui, finalement, ont été rattrapées puisque elles avaient des critères et des usages importants aussi pour les planteurs de haies. Bonjour tout le monde. Oui, effectivement, en plus des espèces locales et sauvages qui ont été discutées tout à l'heure, dans ce guide, on avait aussi envie d'ouvrir à d'autres espèces, en particulier à des espèces considérées traditionnelles, au guide aussi de pays, et qui ne sont pas tout le temps et toujours locales au sens strict du terme, au sens botanique du terme, mais qui n'empêchent un ancrage profond dans l'histoire de nos territoires à travers des usages traditionnels ou tout simplement associés à l'identité de nos paysages. Alors, avec la fac Occitanie, on a proposé une liste d'espèces traditionnelles. 16 espèces sélénieuses ont été retenues. Pour la plupart, en tout cas, bonne partie des fruitiers. L'olivier, le figuier, le châtaignier en font partie, avec toute leur grande diversité de variétés anciennes et locales. Et bon, dans ce guide, après, on renvoie surtout vers le conservatoire qui existe dans chaque département pour les touristes diversité génétique. Mais il n'y a pas que des fruitiers, on a aussi retenu des espèces comme le mûrier noir, qui a été largement utilisé dans le passé et encore aujourd'hui pour fourrager les animaux ou pour le ver à soie,
Du coup, là, on retrouve parfois un usage traditionnel qui est très présent, qui est encore présent, en tout cas, dans pas mal de nos territoires. Alors, parmi les espèces retenues, il y en a certaines qui sont indigènes, qui sont naturellement présentes dans certains secteurs d'Occitanie et qui ne sont pas indigènes dans d'autres secteurs de notre région, mais qui, de part de cette fonction traditionnelle, ont été du coup repêchés et intégrés dans cette liste. C'est le cas, par exemple, du laurier éteint, qui est indigène, un secteur méditerranéen, et qui est utilisé de manière traditionnelle sur le secteur, sur la région d'origine sud-ouest. Pour continuer, au-delà du critère d'indigénat, les espèces traditionnelles respectent intégralement l'ensemble des critères que nous avons appliqués à la liste des espèces de ce guide. Ce qu'il faut retenir, et c'est important de le dire, c'est que toutes les espèces traditionnelles que nous avons retenues ont été sélectionnées à travers l'avis scientifique des CBN et qui ont écarté toutes les espèces à caractère exotique, envahissant, avérées. Mais on a aussi appliqué de manière systématique le principe de précaution, en fait, hein, en évitant qu'on se retrouve avec des espèces qui aujourd'hui ne sont pas exotiques, envahissantes, avérées, mais qui pourraient le devenir rapidement de par de leur comportement, de leur évolution sur nos différentes aires biogéographiques. Un exemple assez caricatural, celui du laurier cerise, qui est une espèce qu'on pourrait considérer traditionnelle parce qu'elle est fortement répandue et depuis longtemps, un petit peu de partout en Occitanie, qu'on retrouve surtout en milieu urbain, mais pas uniquement. Et pourtant, c'est une espèce exotique, envahissante, assez problématique, qui a été écartée rapidement de cette liste de traditionnels. Juste pour faire simple et pour terminer, la liste des espèces traditionnelles est née d'une envie d'ouverture, quelque part, mais c'est une ouverture extrêmement encadrée, extrêmement limitée justement par un avis scientifique. Et bien, je pense que c'est la seule parole à Stéphane qui peut continuer. Merci, bonjour à tous. Je vais en profiter du coup pour faire un petit focus sur un des traits fonctionnels qui a été abordé précédemment. Donc c'est l'intérêt pour les pollinisateurs et les autres insectes floricoles. Donc comme le soulignait Véronique en introduction, en fait il y a des relations très étroites entre les insectes et les fleurs. Et ces relations sont multiples. En fait, on a des associations qui peuvent être faites avec des insectes et des fleurs dits généralistes ou spécialistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une fleur donnée, on peut avoir plusieurs pollinisateurs, plusieurs insectes qui vont fréquenter la fleur. Et pour d'autres, on va avoir une seule espèce d'insecte. Et inversement, on va avoir des insectes qui peuvent aller sur plusieurs espèces de fleurs, et puis des insectes qui vont se spécialiser sur une seule espèce. Et là, ce qu'on a voulu aussi, c'était pas forcément se focaliser sur les pollinisateurs, mais aussi élargir à l'ensemble des floricoles, c'est-à-dire tous les animaux qui vont fréquenter, les insectes qui vont fréquenter les fleurs. Donc forcément, sur les fleurs, on va trouver des pollinisateurs, beaucoup de pollinisateurs, mais on peut trouver aussi des prédateurs, ça a été évoqué, et puis quelques insectes phytophages, des insectes qui vont par exemple consommer les étamines des fleurs. Et donc tout ça pour vous dire que les pollinisateurs, ils assurent une large reproduction de la majorité des plantes. Comme l'a dit Véronique, c'est de nombreuses plantes. Il y a 87% de la diversité qui est estimée des plantes à fleurs qui dépendent des pollinisateurs. Et puis c'est les 2/3 de ce qu'on consomme qui sont le résultat de la pollinisation par les insectes. Suivante. Et donc du coup, on a essayé de construire une note pour chaque espèce dans les listes, et sur l'intérêt que pouvait présenter la plante pour les pollinisateurs et les insectes floricoles. Donc on est parti d'une gamme d'intérêts, avec pas d'intérêt connu, une note 0, peu d'intérêt, une note à 1, un intérêt, une note à 2, et puis un fort intérêt avec une note à 3. Un exemple, la petite oseille, il y a assez peu d'intérêt, il y a assez peu de pollinisateurs dessus. Et puis la carotte sauvage, qui est une espèce qui est très attractive pour de nombreux insectes, des pollinisateurs, mais aussi des prédateurs.
Et donc pour ce faire, en fait, pour construire cette note, on s'est basé sur des bases de données aussi, donc des bases de données sur la flore, donc BaseFlore et Biolfore, dans lesquelles sont référencées la manière dont les plantes sont pollinisées, si c'est par les insectes, le vent, l'eau, etc. Et du coup, on a commencé à attribuer une note en fonction de ce niveau de connaissance. Ensuite, on a regardé les espèces, si elles étaient vraiment pollinisées par les insectes. Et puis, si les plantes avaient beaucoup de nectar ou peu, et idem pour le pollen, quoi. Et donc, ça nous a permis déjà de faire une gamme de notes pour lesquelles on a regardé pour chaque fleur, en fait, si on avait à disposition des photos avec des couples plantes-insectes. Donc aujourd'hui, il existe des bases de données en ligne qui comprennent énormément de couples photo-insectes, plantes-insectes. Donc on s'est basé sur le Speeple et Florabay, qui sont deux bases de données, et puis sur d'autres bases de données qui sont en ligne. Et on a pu attribuer un niveau, une note en fonction du nombre de photos qu'on avait. Par exemple, si on trouvait une fleur avec de nombreuses photos d'insectes, on pouvait partir du principe que si elle était pollinisée par des insectes dans la base de données BaseFlore, on pouvait dire qu'elle avait présenté un intérêt, voire un fort intérêt pour la fleur. Et puis on a ajusté ces notes en fonction du dire d'expert, c'est-à-dire qu'on a regardé ce qui s'était fait dans les régions d'à côté, donc sur la base de données de la RB Aquitaine, sur des bases de données qui recensent les traits de vie des insectes, comme Cerzonet, et puis la bibliographie, c'est-à-dire qu'on a pu, par exemple, rehausser des notes, par exemple, pour une fleur pour laquelle il n'y avait pas beaucoup de photos qui existaient, mais on savait pertinemment que cette fleur avait une relation étroite avec un insecte donné. Voilà. Et donc, ça nous a permis de construire une base avec toutes les fleurs donc, du guide pour lesquelles on a ces quatre notes, donc pas d'intérêt connu, ou alors un intérêt enfin, il y a peu d'intérêt ou pas d'intérêt connu, ou après peu d'intérêt, un intérêt certain, et puis un très fort intérêt. Voilà. Eh bien, merci à tous pour l'ensemble de ces éléments là, très très clairs. Alors, il y a eu quelques termes techniques, ne vous inquiétez pas, il y a eu une question dans le chat par rapport à tous ces termes techniques, savoir s'il y aurait un lexique dans le guide. Donc oui, ne vous inquiétez pas, il y aura un lexique pour reprendre des termes qui parfois peuvent paraître techniques. Mais du coup qui permettent de bien expliquer les choses. Alors, on a quand même pas mal de questions, notamment, forcément, on s'y attendait un peu, sur le changement climatique et par rapport aussi aux besoins en eau des plantes. Alors, vous avez déjà abordé le changement climatique. Alors, peut-être pour essayer par rapport aux questions qui sont posées, j'essaie de les retranscrire, hein, j'espère que ça ira. Il y a certaines personnes qui nous demandent, mais pourquoi on n'anticipe pas? Il y a certaines régions, par exemple, qui commencent à planter des plantes méditerranéennes. Et pourquoi on n'anticipe pas finalement des nouvelles plantes sur notre territoire d'Occitanie qui pourraient être adaptées au climat de demain? Est-ce que quelqu'un veut répondre à ça? Oui, je veux bien apporter quelques compléments. En fait, aujourd'hui, la question, elle est sur la question des usages. J'ai vu une remarque, par exemple, qui posait la question du 100%. Ce guide n'est pas là pour dire on va mettre 100% des végétaux en végétal local demain. Ce guide est là pour vous donner des nouveaux outils dans un objectif de restauration de la biodiversité. Vous avez tous lu certainement des recommandations de la part des acteurs de la forêt qui, dans le but de production de bois, depuis des années, plantent des essences. Alors, on a eu dans les années 70 des plantations de résineux. Aujourd'hui, on a des expérimentations dans certaines régions de migration assistée. Il y a en effet il y a du débat par rapport à des questions agricoles. En agriculture, on va aller chercher des cultivars. Il s'agit de clones, il s'agit de sélection. C'est pas du tout la même démarche que d'accompagner via des trames vertes et bleues l'évolution de la biodiversité. En fait, quand on est dans une démarche d'écologue, on accompagne le renforcement en fait de ces écosystèmes qui ont été fortement dégradés, comme on l'a vu depuis 20-30 ans, et donc pour accompagner l'évolution des écosystèmes, autant essayer de renforcer ces écosystèmes au milieu naturel, que ce soit dans les milieux de bocage, mais également dans ces milieux urbains, périurbains, qui finalement jouxtent des milieux naturels agricoles. Et en milieu urbain également, ces espèces sauvages peuvent avoir tout leur intérêt, notamment d'un point de vue de la réconciliation, de la reconnexion
avec des espèces sauvages locales. Pour les pollinisateurs, il y a quand même beaucoup de travaux qui montrent que pour les pollinisateurs, ces espèces-là, sauvages et locales, ces écosystèmes, sont celles qui accueillent, en tout cas pour les abeilles sauvages, comme l'a dit Stéphane, c'est intéressant. Donc l'idée n'est pas d'opposer systématiquement, il y a différentes stratégies en fonction des usages par contre sur tout ce qui touche vraiment plutôt à la renaturation, ces espèces locales indigènes, d'un point de vue des écosystèmes, d'un point de vue des liens avec les mycorhizes, avec la fonge, avec les interactions multiples qui évoluent progressivement, ces espèces ubiquistes et généralistes que nous avons choisies pour ce guide sont des espèces qui sont solides, en tout cas au niveau des populations. Alors certains écotypes peut-être souffriront, mais d'un point de vue plus global et préservation plus globale de la biodiversité, ce sont des recommandations partagées. Merci Damien pour cette réponse très complète. Alors, il y a une autre question qui a été posée assez rapidement. Dans le choix des espèces, finalement, pourquoi avoir retiré les espèces qui sont dites protégées? Donc, on a parlé de niveau 1, niveau 2. Et pourquoi il ne faut pas les propager davantage? Donc, pourquoi on a choisi de ne pas retenir les espèces protégées? Manuel? Alors oui, je peux apporter des éléments, autant pour les protéger que pour celles qui sont rares et donc en danger sur une région donnée. Bon, les espèces protégées, c'est assez simple. Le statut de protection fait qu'on n'a pas le droit de les récolter en milieu naturel, on n'a pas le droit de les multiplier et de les planter. Au-delà de ce qui est écrit dans la loi, l'idée c'est que c'est pas parce qu'une espèce elle est très peu présente sur un territoire que ce serait une finalité en soi de faire regonfler sa population. On a des espèces qui sont par exemple en danger critique. Enfin, le statut s'appelle en danger critique, mais ça veut dire qu'elle est très peu présente sur un territoire ou elle a une présence qui diminue. Mais c'est peut-être tout simplement une évolution d'une aire de répartition. Et donc, du coup, on se dit, ces espèces qui sont dans ces configurations-là, ce pas des espèces qui sont adaptées à une vaste gamme de chantiers ou de plantations. Et c'est pas à nous, par de la plantation, de modifier la répartition de ces espèces-là. Donc, c'est des espèces pour lesquelles on laisse leur dynamique naturelle répondre à leur répartition spontanée. Damien, je te laisse compléter. Oui, il y a aussi, alors bien sûr qu'il y a des travaux qui sont faits sur les espèces protégées, c'est pas qu'on s'en occupe pas, mais on s'en occupe dans des cadres établis en lien avec des arrêtés, avec des mesures de protection. On suit aussi tout ce qui est mesures de renforcement d'espèces protégées quand il y a, malgré toutes les procédures d'évitement, de réduction, malheureusement, destruction d'espèces protégées, il y a en effet des groupes d'experts, notamment les conservateurs botaniques, avec des bureaux d'études qui vont travailler sur du renforcement de ces espèces protégées. Donc, les espèces protégées font l'objet d'autres dispositifs qui ne sont pas finalement les dispositifs principaux d'usage qui sont définis dans ce guide, qui sont plutôt de la plantation, de la renaturation, de l'aménagement d'espaces de nature en zone proche des habitations ou des aménagements. Merci pour vos réponses. Alors, dans la même veine aussi, la question sur le changement climatique, oui, forcément, le contexte fait que j'imagine les questions sont arrivées sur le sujet. Par rapport au stress hydrique et à la question de l'eau, est-ce que dans ce guide, on a choisi des espèces qui étaient finalement avec des listes spécifiques qui auraient peut-être pas besoin d'eau, ce genre de choses, ou finalement est-ce que le fait d'avoir choisi des plantes indigènes répond à la question? Alors, désolé, je réponds un peu peut-être, mais est-ce que quelqu'un veut peut-être répondre sur la question de l'eau? En fait, les besoins en eau, ils sont très relatifs. On a des milieux qui sont des nous, où il y a naturellement une humidité importante. Quand on a l'image d'une espèce qui est gourmande en eau, c'est une espèce qu'on va planter dans un milieu qui n'est pas humide, qui aurait besoin d'un arrosage régulier. Bon, de ce point de vue-là, les filtres et les méthodes de choix d'espèces qu'on a menées permettent d'avoir des espèces qui sont sauvages. En fait, des espèces, si toutes les conditions étaient réunies, qui reviendraient toutes seules dans ce milieu-là. Donc oui, on a des espèces qui, quand elle est bien choisie pour le bon milieu et que l'étape d'état des lieux et de conception sont bien réalisées, ce sont des espèces qui sont tout à fait adaptées et du coup n'ont pas besoin de ressources en eau spécifiques.
Est-ce qu'on peut dire quand même, alors dites-moi si je me trompe, mais peut-être quand on fait donc des nouvelles plantations, qu'il y a un arrosage sur les 2-3 premières années pour qu'il y ait la prise des végétaux, et ensuite c'est de manière vraiment épisodique s'il y a des épisodes de sécheresse importants. Est-ce que c'est une Ça réponse qui est dépend appropriée ou pas? des végétaux. Si on sème pour le semis d'une prairie, si on sème au bon moment à l'automne, on va pas arroser. En fait, ça dépend vraiment des techniques. C'est un petit peu plus complexe. Sur la première année, non, en général, ça suffit. Ensuite, il y a des plantes de milieux humides. Les nous, c'est un contexte très particulier. Je me permets de revenir dessus, Manuel, parce qu'il y a des milieux, c'est des contextes où c'est aussi des plantes très sèches à certains moments. Donc, il y a de la littérature technique aussi. On n'a pas pu répondre à tout dans ce guide sur des usages très singuliers qui sont aussi des innovations et des expérimentations. Et c'est aussi une invitation à innover, à expérimenter ce guide. La suite de ce guide, ça sera les retours d'expérience qu'on va construire ensemble ici et ailleurs en France sur ces aménagements avec cette palette végétale. Dans différents contextes. Après, il y a dans la liste des milieux humides, il y a des espèces adaptées au milieu humide, quoi. Donc voilà, la question, il faut la voir aussi par type de liste. Et donc il y a aussi des milieux humides, même en période de sécheresse, potentiellement, avec les élophytes notamment. Okay. Daniele? Oui, oui, juste pour compléter, tout à fait. Bon, chaque espèce a des besoins spécifiques, chaque contexte a des besoins spécifiques. Et au-delà du choix de l'espèce, il y a aussi la préparation de la plantation. Là, je parle de manière spécifique pour les lignes, hein, pour les arbres et les arbustes. Il y a des techniques de préparation de plantation, il y a des techniques de paillage. Il y a moyen de développer des itinéraires techniques limitant les apports d'eau. C'est pas uniquement le choix de l'espèce qui va influencer encore une fois ce type d'apport. D'accord, merci. Donc du coup, forcément, on choisit l'espèce en fonction du contexte et du milieu où on est. Il y avait une question par rapport à ça, justement, sur la question du sol, et notamment des cartes de sol. Est-ce qu'il existe des cartes de sol et de pH à votre connaissance? Alors peut-être que vous n'en avez pas connaissance et on répondra à la question ultérieurement. Mais est-ce que vous savez s'il existe des cartes au niveau Occitanie national sur ces sujets de pH ou de type de sol? Beaucoup d'informations sur l'IGN là-dessus, portail IGN, plutôt sur l'aspect géologique. Après, quand on est sur les sols et notamment qu'on se reproche des espaces et des espaces anthropisés et aménagés, l'historique des sols, l'histoire des sols fait qu'on a une hétérogénéité des sols qui est très grande, avec du coup des acteurs qui se spécialisent en pédologie urbaine, ce qu'on appelle des technosols. Donc la cartographie des sols, des grandes tendances à partir des cartes géologiques, c'est des choses que vous trouvez depuis longtemps et qui sont associées aux cartes de végétation qu'on a utilisées sur les grandes tendances pour créer les régions d'origine végétale locale. Après, il y a des complexités aussi géologiques locales. Nous, en tant que conservateur botanique Pyrénées, on a quand même une diversité de substrats très forte. Donc, carte du pH, non. Par contre, mesurer le pH sur plusieurs endroits dans votre site, ce sont quand même des choses simples. Et aujourd'hui, dans les projets, on a de plus en plus de pédologues qui sont associés. Et ça, c'est très intéressant aussi de faire un diagnostic du sol urbain d'un point de vue de la végétation en lien avec les écologues ou les pédologues en fonction de l'ampleur du projet. Ok, merci, merci Damien. Alors effectivement, il y a eu quelques questions. J'ai vu que Manuel avait répondu dans le chat là, par rapport au choix des traits fonctionnels qui ont été faits. Certaines personnes ont dit, mais finalement, pourquoi vous n'êtes pas allé plus loin pour savoir si, je sais pas, il y a certains arbres qui peuvent être nourriciers ou avoir de l'information complémentaire sur ce sujet. Alors, dites-vous que pour l'instant, c'est une première version du guide. Les traits fonctionnels pourront être complétés demain. Et sachez que de toute façon, par rapport à certaines espèces qui seront dans le guide, d'autres outils, je crois notamment du CEREMA, donnent ce type d'informations. Donc, vous pourrez retrouver des choses. Nous, forcément, à RB Occitanie, on vous l'a dit dès le démarrage, hein, le guide aura vocation à évoluer, à avoir plusieurs versions. Donc, on espère pouvoir remplir les traits fonctionnels complémentaires au fur et à mesure. Et surtout, n'hésitez pas, du coup, à la lecture du guide, à nous faire part aussi des éléments qui manqueraient pour qu'on puisse le faire évoluer, que ça réponde utilement à vos besoins d'aménagement et de conception d'espaces végétalisés. Alors après, ça va faire le lien finalement, je pense, avec l'interview qui va suivre avec Aline Charlot. Il y a des questions, vous avez à peu près répondu, mais je pense serait bien si quelqu'un peut l'évoquer à l'oral, sur la partie de l'anticipation et notamment de ce qu'on appelle les contrats de culture, parce qu'effectivement, on fait beaucoup de propositions, on dit, bah voilà, il y a des producteurs, on est allé les voir, mais j'imagine quand quelqu'un veut planter
enfin, je sais pas, sur une ZAC, donc sur des espaces importants avec des commandes importantes. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment ça se passe un contrat de culture en fait et à quoi ça sert finalement? Alors c'est des choses qu'on travaille, hein, mais c'est des choses en effet qui sont nouvelles. C'est pas des habitudes, hein, comme tous les éléments de la transition écologique. Le fait de vouloir en fait construire une filière avec des collecteurs et des producteurs qui se lancent, bah, ça demande que chacun s'implique au niveau de la chaîne de valeur et de la chaîne d'approvisionnement. Donc certains projets peuvent anticiper. On a des exemples de végétalisation sur lesquels on a vraiment pu travailler avec beaucoup de contrats de culture. Par exemple, la LGV Tour Bordeaux, c'est un projet sur lequel il y a plusieurs centaines de milliers d'arbres qui ont été suivis en contrat de culture. Contrat de culture, c'est plutôt sur des projets un peu d'ampleur, sur lesquels, en effet, la maîtrise d'ouvrage sait qu'elle a un objectif biodiversité. Et bien, dans ce cas-là, en tout cas sous forme de conseils et de recommandations techniques qui vont être formalisées dans le cadre d'une nouvelle version du guide sur la prescription, nous allons pouvoir mettre en place des contrats de culture. Pour les herbacées, forcément, la temporalité peut être un peu plus courte. Une anticipation d'1 an permet d'avoir des herbacées. Pour des ligneux, il va falloir anticiper un petit peu plus quand on est sur la strate arbustive. Pour des ligneux type baliveau un peu plus grands, ben, on a des exemples de collectivités et on peut partager tout à fait les contrats de culture qui ont été mis en place, qui ont su anticiper leur chantier sur quand on est sur de la planification urbaine, on a quand même des chantiers qui se planifient sur le moyen terme, hein, on peut même parler du long terme, hein, c'est comme ça que se construisent les programmes urbains aujourd'hui. Et donc dans ces programmes aujourd'hui, il y en a qui intègrent de l'élevage de végétal local et même des innovations comme des pépinières in situ, des pépinières créées dans les quartiers qui finalement sont créées à un moment, sont entretenues et vont pouvoir servir sur une zone d'occupation temporaire à pouvoir alimenter le quartier en circuit très très court. Donc on voit bien qu'au travers de tout ça, on a des innovations qui existent. Pour l'instant, ce sont des retours d'expérience. Demain, ça sera peut-être un peu plus généralisé. En tout cas, c'est ce qu'on espère avec ces conseils et on est là pour vous accompagner. Ça ne sera pas du copier-coller clé en main, mais par contre, on a vraiment des solutions à apporter pour pouvoir justement anticiper. Et si on veut un produit, si on veut vraiment s'engager en termes de biodiversité, c'est tout à fait possible, en tout cas d'un point de vue administratif. Ça demande un peu de temps, ça demande un peu d'engagement, mais je pense que si la collectivité en a la volonté, c'est tout à fait possible. On a des contrats de collecte, on a en tout cas des professionnels qui se forment et qui sont prêts à y répondre. Et Aline va pouvoir donner des exemples sur ce sujet, par exemple, puisque Aline Charlot a déjà travaillé dans ce cadre-là. Ouais, super, merci Damien. On fait je vois qu'il y avait peut-être Véronique qui voulait compléter, peut-être, je ne sais pas, je vois une main levée. Non, oui, en fait, très rapidement, parce qu'il y avait une question sur effectivement nos échanges avec les collectivités et le guide proposé par Toulouse Métropole adapté au climat actuel et à venir qui propose effectivement des espèces exotiques. Alors, pour précision, lors de notre entretien, effectivement, il y avait Toulouse Métropole dans le lot, mais comme je vous disais au départ, ça a été un travail de longue haleine. Donc, quand on a eu cet échange-là, au début de la démarche, le guide n'était pas sorti. Après, juste une précision, effectivement, on a vu ce guide-là. Le choix du guide, en tout cas planton local, nous, il y a eu un point sur lequel on a été intransigeant et sur lequel le comité de rédaction s'est entendu strictement, c'est être intransigeant sur les espèces exotiques envahissantes. C'est-à-dire il y a des listes nationales, il y a tout un travail, notamment des CBN, qui a été fait là-dessus. Voilà, les espèces exotiques envahissantes, c'est une des 5 causes majeures de perte de biodiversité. Donc, on a voulu appliquer le principe de précaution absolue. Comme je le disais tout à l'heure, on a supprimé volontairement toutes les espèces avérées et les espèces à potentiel risque de comportement envahissant. Donc voilà, ça a été un choix de l'agence et de l'ensemble des membres du comité de rédaction. Donc voilà, ça a été une posture qui est différente par rapport à des guides qui peuvent être proposés par ailleurs et aux projections qu'on peut faire par rapport au changement climatique, mais ça a été un choix assumé. Merci Véronique pour ce complément. Alors, il y avait encore d'autres questions. Si vraiment on n'a pas répondu à tout, on vous renverra, on la posera forcément aux personnes là, qui sont intervenues, puis on les complétera ensuite pour que vous puissiez avoir toutes les réponses aux questions qui ont été posées. Vu que le temps quand même est restreint, il faut qu'on avance un tout petit peu. Encore merci à vous 4 pour ces présentations et puis toutes ces réponses aux questions. Et j'en viens maintenant du coup à l'interview d'Aline Charlot qui donc est de la pépinière les Sauvages ou les Sauvages Pépinières.
Voilà, alors je vais arrêter le partage pour qu'on vous voit, ce sera quand même plus simple. Voilà, normalement, c'est bon. Du coup, de manière assez simple, peut-être si vous pouvez déjà vous présenter et présenter votre activité aujourd'hui, ce que vous faites, et puis forcément en lien avec les éléments de plantation de plantes indigènes et locales qu'on a présentés ici. Ok, eh bien bonjour, bonjour tout le monde. Donc pour présenter la pépinière rapidement, elle a été créée en 2017 administrativement, première commercialisation en 2019 et donc installée dans au pied des Pyrénées ariégeoises en fait, sur le département de l'Ariège et limite Haute-Garonne. Voilà. La commune, du coup, vous êtes sur quelle commune? Saint-Lizier. Saint-Lizier, Ok. ok. De Saint-Lizier. D'accord. Allez-y, allez-y. Voilà, du coup, sur un volume de production qui est à peu près aujourd'hui de 40 000 plantes par an environ, et à destination des particuliers et d'autre part aussi des professionnels. Donc les professionnels, je travaille aussi avec du coup des collectivités, quelques paysagistes et puis des associations de naturalistes aussi. D'accord. En termes de gamme, du coup, qu'est-ce que vous proposez? Des arbres, arbustes, des herbacées ou un peu de tout ou que certaines choses? Enfin, qu'est-ce que... Ouais, plutôt alors des herbacées. Je me suis installée effectivement essentiellement en herbacées vivaces globalement, et bon, il y a quelques bisannuels et puis jusqu'ici en fait ça a été une question, j'ai laissé un peu les annuels de côté, mais finalement elles représentent aussi quand même une bonne part de la flore spontanée et elles sont hyper intéressantes aussi pour plein de raisons. Donc chaque printemps du coup j'en intègre un peu aussi au catalogue. Ok, d'accord. Et du coup, est-ce que vous pourriez juste nous expliquer peut-être un peu votre parcours, pourquoi du coup vous êtes lancé, vous avez dit 2017, donc c'est quand même assez récent. Qu'est-ce que vous faisiez peut-être avant, et puis pourquoi vous êtes lancé plutôt sur cette filière sauvage, et peut-être après nous expliquer quelles sont les particularités aussi de travailler avec les sauvages, parce que j'imagine que c'est un peu plus particulier. Ouais. Alors, c'est vrai, moi j'ai un parcours horticole en fait, j'ai une formation horticole, un BTS, et ensuite une spécialisation de jardinier botaniste. Derrière, là ces dernières années, j'étais salariée en pépinière de vivaces en fait, généraliste. Donc c'est vrai qu'après l'idée de l'installation, c'était un peu le croisement aussi entre horticulture et botanique qui m'intéressait aussi pas mal. Et c'est aussi des choses que j'avais vues qui se faisaient déjà à l'étranger, en fait, Belgique, Allemagne, Canada, tout ça. Et en France, finalement, pas beaucoup. Et une des premières pépinières, je pense, surtout herbacées, j'avais vu émerger en Bretagne, du coup, la pépinière Flore Vidéo. Voilà, je pense dans les premières, en tout cas à ce niveau-là, en herbacées. Ok, d'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a une particularité, parce que voilà, par rapport à formation horticole, puis ce côté botanique, est-ce que du coup il y a des choses particulières qui changent dans le métier ou qui ont été difficiles à appréhender, enfin peut-être des difficultés que vous avez rencontrées, ou finalement tout a roulé depuis le début et c'était parfait? C'était absolument parfait, tout a roulé. Non, absolument pas. Du coup, c'est vrai que l'expérience en pépinière classique, j'ai vu pas mal la différence, surtout au niveau de la mise en culture à partir des semences. Donc les semences, même sur les mêmes espèces, en fait, des espèces type botanique, sans parler de variétés horticoles ou quoi que ce soit, sur des semences achetées, en fait, on a des taux de germination qui sont plutôt réguliers, en fait, qui sont assez. Il y a quelques espèces qui sont un peu plus délicates, même sur des semences achetées. Mais par contre, sur des semences collectées sauvages, il y a énormément de différences. Les germinations sont hyper aléatoires. Et du coup, plein de justement de surprises et D'adaptation. et D'accord. de ratés. Ok, oui, ça fait partie de la nature. Et du coup, juste pour bien comprendre, donc vous allez collecter en milieu naturel et ensuite, peut-être juste nous expliquer brièvement la chaîne, comment... Oui, moi, du coup, il y a la partie collecte, effectivement, en milieu naturel. Donc, j'ai une partie des espèces qui est labellisée en végétal local. J'ai intégré la marque en 2020.
Mais il y a une 50aine d'espèces à peu près dans la marque. Et là, actuellement, sur le catalogue de la pépinière, j'ai 300 espèces à peu près. Donc, tout n'est pas labellisé en végétal local. Parce que du coup, tout rentre pas dans le cahier des charges, surtout au niveau des... justement sur la collecte, en fait, qui est un moment qui prend énormément de temps de collecter. Là, j'ai beaucoup travaillé les premières années sur des toutes petites séries qui me permettent aussi de tester un peu justement les itinéraires de culture. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas tout fait rentrer direct en fait dans le cahier des charges, puisqu'il y a surtout un nombre d'individus minimum sur lequel collecter. Et sur des semences herbacées qui sont très très fines, si je collecte effectivement sur ce nombre d'individus, je me retrouve avec une quantité de semences. Et là, voilà, la demande n'était pas encore là pour prendre tout ça. Et après, stocker des semences comme ça, en fait, plusieurs années, on perd aussi en taux de germination. En fait, ça tombe d'une année sur l'autre. D'accord. Et justement, par rapport à vos clients, enfin, vous avez abordé la demande. On a parlé là de l'anticipation des contrats de culture. Est-ce que c'est des choses que déjà vous pratiquez? Et est-ce que, enfin, c'est des choses que vous souhaiteriez développer? Enfin, enfin voilà, est-ce que même par rapport à vos clients, on sent que ça anticipe plus? Est-ce que ça a évolué depuis même déjà la création de la structure, ou comment ça? Oui, ouais, c'est des choses qui ont bougé parce qu'effectivement, on parle de filière, mais du coup, c'est vrai que même pour les aménageurs et les entreprises qui ont l'habitude de fonctionner d'une certaine manière, en fait, là, de repasser par des contrats de culture, c'était pas forcément dans leurs habitudes, en fait. Pour ça, certaines, en tout cas, je connais pas toutes les façons de bosser non plus. Et du coup, qui avaient l'habitude de se fournir, j'ai bossé avec des entreprises qui avaient l'habitude de se fournir en Belgique ou en Hollande et qui se font livrer régulièrement. En fait, ils ont besoin de plantes. Une semaine après, c'est livré. Ils ont 12 palettes de ce qu'ils veulent. Là, ça demandait quand même une autre façon de travailler. C'est pas évidente. Et puis, du coup, l'anticipation, effectivement, elle est hyper importante derrière sur les mises en culture, effectivement. Parce que la semence, déjà, n'est pas disponible toute l'année. Ouais. Là, moi, je collecte, il y a des collègues qui font de la collecte et qui proposent en fait des semences labellisées en végétal local, mais il n'y en a pas non plus beaucoup. Et du coup, on n'a pas accès en fait à de la semence toute l'année. Donc des fois, sur des herbacées qui ont des cycles de culture relativement courts, c'est faisable en fait de les proposer du coup en quelques mois. Mais si on a passé le moment de récolte des semences, on repart sur une année complète. Donc l'anticipation, c'est aussi la prise en compte des saisons par les maîtres d'ouvrage qui souhaitent commander chez vous des espèces, j'imagine. Est-ce que peut-être j'imagine, je ne sais pas comment ça se passe, vous conseillez peut-être que les maîtres d'ouvrage vous appellent, les clients vous appellent avant pour peut-être connaître la gamme, ce qu'ils veulent faire, comment ça se passe pour anticiper justement ces contrats de culture? Ouais, il y a deux choses, parce que c'est vrai qu'il y a des listes qui passent, des demandes de chiffrage, donc on chiffre effectivement, mais il y a des projets sur lesquels il y a pas de marge, en fait, il n'y a pas de souplesse sur il faut ces espèces-là et on ne peut pas bouger. Et d'autres où justement, en fait, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir proposer et de semer plus large plusieurs espèces, parce qu'il y a encore beaucoup d'espèces qui n'ont pas été encore mises en culture et dont on ne connaît pas les itinéraires, et de pouvoir semer plus large en termes d'espèces pour pouvoir proposer des remplacements s'il y a besoin, quoi. Parce que de toute façon, il n'y a pas tellement beaucoup d'autres fournisseurs et on n'a pas non plus beaucoup de semences sous la main. D'accord. Donc que ça reste souple. Donc faut anticiper et pas être trop rigide dans la commande sur le choix de la palette, si je comprends bien. Donc du coup, autant vous appeler, vous ou d'autres producteurs, donc du coup avant. Écoutez, merci beaucoup en tout cas, parce que je vois le temps qui file. Merci pour l'ensemble de ces éléments, et puis bonne continuation. Puis on espère que votre pépinière va bien se développer. Merci à vous. Merci. Du coup, on va clôturer ce webinaire et déjà vous partagez une petite information. Alors attendez, si je partage pas mon écran, ça va pas être bon. Une petite information sur un événement à venir. Alors là, il est à venir, c'est-à-dire qu'il est demain. Donc notamment pour les collectivités, les campings, et l'Affredon me complétera, puisque je crois qu'il y a des personnes de l'Affredon qui suivent le webinaire. Donc demain, donc pour l'Occitanie, c'est une nouvelle charte qui s'appelle la charte engagée pour le végétal, donc qui est mise en place par l'Affredon pour ceux et celles qui connaissent les petites grenouilles qui étaient liées au zéro phyto. Eh bien, c'est la nouvelle charte qui sera présentée demain, donc de 11h à 12h. Et c'est sur inscription. Donc, si vous
quelqu'un peut mettre le lien pour s'inscrire à ce webinaire pour ceux qui sont intéressés, écoutez, n'hésitez pas à rejoindre ce webinaire donc demain de 11 h à midi. Et avant de vous quitter, déjà vous dire que forcément, il y aura d'autres webinaires qui seront organisés par l'ARB Occitanie. Et parfois, on a besoin de petits coups de main pour financer des projets qui ont trait au développement de la biodiversité. Et donc pour ça, le 11 juillet, on fera un webinaire spécifique sur les financements régionaux sur le sujet de la biodiversité. Donc n'hésitez pas à nous retrouver le 11 juillet prochain voilà, pour essayer qu'on vous dise s'il y a des financements qui soient publics ou privés qui pourraient aider à développer vos projets. Et vous dire aussi que vous trouverez plein d'informations sur le site internet de l'ARB, à la fois donc les financements, des outils techniques, aussi de l'information via l'Observatoire régional de la biodiversité, des indicateurs sur les espèces et leur état en Occitanie. Donc, n'hésitez pas à parcourir le site de l'ARB Occitanie. Pour avoir de l'information la plus fraîche possible, on a aussi les réseaux sociaux, donc LinkedIn, réseau professionnel, Twitter, où on est un peu plus en live, et Facebook, puisque là, on a ouvert un compte Facebook de manière plus récente. Et vous retrouverez tous nos webinaires et puis d'autres interventions qui sont filmées sur notre chaîne YouTube de l'ARB. N'hésitez pas à la parcourir. Le webinaire de ce jour donc sera disponible sur notre chaîne YouTube. Comme je vous l'ai dit au début de ce webinaire, on vous enverra un mail à toutes et tous pour vous prévenir de la mise en ligne du guide et aussi de la mise en ligne du webinaire. Donc rappelez-vous bien, le 16 mai, le guide sortira, donc le guide planton local en Occitanie. J'espère qu'il vous sera fort utile et surtout, n'hésitez pas à en faire la promotion si bien entendu, les uns et les autres, si ça peut aider des gens, n'hésitez surtout pas à en faire la promotion. Merci beaucoup à toutes et à tous. Encore merci à l'ensemble des intervenants, à toutes les personnes et structures qui nous ont aidés à construire ce guide. Et puis, j'ai plus qu'à vous dire à très bientôt et je l'espère au 11 juillet prochain. Merci à tous et bonne journée. Au revoir.